Carole Proner, bonjour. Donc, je rappelle que vous êtes avocate, juriste, très engagée dans la défense de l'innocence de l'ancien président Lula. Mais aujourd'hui, on va parler d'une échéance plus importante, plus directe, plus immédiate, le deuxième tour des élections présidentielles au Brésil. Ce deuxième tour s'annonce difficile pour les démocrates. Le candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, est crédité de 59% des intentions de vote et il refuse de débattre avec Fernando Haddad. Pourquoi est-ce qu'il refuse le débat? Je suis très contente d'être ici, desse espaço. Je vais faire les réponses en português. Por que ele recusa debater? Pourquoi est-ce qu'il en refuse de débattre? A resposta tem a ver justamente com a forma como esse candidato se apresenta há mais de 20 anos, alguém que a vida toda como parlamentar nunca apresentou um único projeto. La réponse a à voir avec la manière dont cet individu politique s'est concerné de la vie politique ces 20 dernières années et qui, en tant que député, n'a jamais présenté de projet. Exatamente. Então ele não tem nada para mostrar, a não ser declarações que são completamente contrárias a qualquer valor democrático, como violência, discriminação, homofobia. Il n'a rien d'autre à déclarer ou à proposer que des choses qui sont totalement contraires à la démocratie, la violence, l'homophobie. Exatamente. Então, a situação de ter um candidato mal preparado, que não tem um passado de construção democrática, que nunca apresentou um projeto de lei e que defende valores violentos, valores fascistas na sociedade brasileira, faz com que, do ponto de vista estratégico eleitoral, isso seja algo presente, porém que não pode correr o risco de demonstrar isso publicamente num debate entre candidatos. Ele não quer esse confronto porque sabe que pode perder votos com isso. La situation actuelle est celle qu'il a conscience de ne pas pouvoir être suffisamment bon en débat du fait de ne pas avoir d'autres projets que ceux qui sont totalement opposés à la démocratie. Précisément, dans son programme, qu'il ne veut pas présenter, il y a des éléments extrêmement préoccupants pour les libertés et pour la démocratie sociale. Exatamente. Se lembrarmos que no momento do impeachment da Dilma Rousseff, em 2016, este deputado, Jair Bolsonaro, agora candidato, Si fez... on se rappelle que lors de la destitution de Lula en, impeachment sem crime. Ouais, en 2016, ce candidat... Ele fez um elogio ao torturador de Dilma Rousseff. A fait une éloge au tortionnaire de Dilma Rousseff. Ele faz o elogio da ditadura militar, dizendo que torturaram pouco, mataram poucos. Il fait l'éloge de la dictature militaire en disant notamment qu'ils ont peu torturé et peu tué. Ele disse também que Pinochet no Chile matou poucos, deveria ter matado mais. Il a également déclaré que Pinochet au Chili avait peu tué et qu'il aurait dû en tuer davantage. Ele disse, por exemplo, que se tivesse um filho homossexual, ele preferia que o filho morresse a ter um filho homossexual. Il a par exemple déclaré que s'il avait eu un fils homosexuel, il aurait préféré que son fils soit mort. Ele disse que sua filha foi um erro, que foi uma fraqueza. Ele teve 4 filhos, me parece, e uma filha. Então ele disse que este foi um momento de faiblesse, fraqueza. Il a également déclaré que sur les 4 enfants qu'il avait eus, sa fille avait été un moment de fragilité, de faiblesse. São exemplos, eu poderia dar muitos outros. Ele também recentemente incitou a morte de petistas, recentemente numa declaração. On peut donner beaucoup d'autres exemples, notamment il avait favorisé l'avortement dans ses déclarations. E, por isso, é curioso, e tem muitas razões para explicar, que um candidato que defende a morte, a tortura, a barbárie, a discriminação, contrário aos avanços de 20 anos de direitos, possa ser escolhido, entre aspas, livremente pelo povo. C'est pour ça qu'il est compliqué de penser qu'un individu qui promeut ainsi la violence, l'avortement et toutes
les valeurs qui sont opposées au progrès démocratique qui ont été celles du pays depuis 20 ans puissent finalement être choisies librement par le peuple. Mais est-ce qu'il n'a pas, quelque part, en raison de son programme économique, dont on parle peu, est-ce qu'il n'a pas, grâce à ce programme économique néolibéral, ultra-néolibéral, bénéficié du soutien des milieux financiers et de leurs grands journaux et de leurs chaînes de télévision? As sondagens mostram o grande apoio das elites econômicas, da elite brasileira, que é uma elite pouco afeita às questões soberanistas. Les sondages montrent bien effectivement une forte influence des élites, notamment économiques brésiliennes, qui sont des élites qui sont peu concernées par certaines questions sociales. E soberania. Porque, de fato, ele tem muito apoio dos setores industriais e econômicos brasileiros e também nós consideramos uma fragilidade e uma derrota da própria direita de construir uma candidatura capaz de dar seguimento ao processo de privatização, do processo neoliberal ligado às forças internacionais que o Brasil atravessa desde a tomada de poder por Michel Temer. De fait, il a effectivement des soutiens de l'industrie et des élites économiques brésiliennes, notamment du fait de l'échec relatif de la droite à construire un candidat qui puisse mener à bien cette programmatique néolibérale dans le pays. Et il y a eu également deux autres secteurs dans la société brésilienne qui appuient fortement la candidature Bolsonaro et qui ont certainement joué un rôle important dans le soutien qu'il a de la part de beaucoup d'électeurs, les églises pentecostales évangéliques e les forças armées. E isso explica muito. As igrejas neopentecostais ocupam, isso já é algo que é estudado, uma fração importante junto à população mais pobre, pelas ausências de alternativas mesmo à esquerda, e tem grande poder nessas eleições. E apoiam o candidato Bolsonaro, inclusive por um critério de participação. Se sentem participando quando nunca tiveram voz a esse ponto, de poder efetivamente eleger um candidato à présidência. L'appui de ces églises a déjà été effectivement démontré en plusieurs analyses et montre qu'elle a notamment une influence sur les populations les plus pauvres qui sont soumises à ce discours. Isso conta muito. E também, outra explicação é a utilização de métodos e técnicas ligadas a sistemas informáticos, como programas de Facebook, mas principalmente de WhatsApp, que é esse sistema também utilizado na campanha de Trump nos Estados Unidos, o próprio marketing usado, e a pessoa que produziu o marketing da campanha de Trump nos Estados Unidos também apoia o candidato Bolsonaro, fez serviços nos últimos meses a partir no momento em que se observa que ele poderia ganhar as eleições, e esse mesmo marqueteiro, Steve Bannon, está também na Europa auxiliando e promovendo processos de extrema-direita aqui na Europa. Ce qui est particulièrement important également, c'est l'utilisation de l'outil informatique, comme ça avait été le cas dans la campagne de Donald Trump aux États-Unis, et notamment Steve Bannon qui a soutenu cette campagne de l'extrême droite brésilienne et qui en Europe soutient effectivement par les moyens informatiques, notamment la messagerie WhatsApp mais également Facebook. Ce qui permet de comprendre peut-être aussi pourquoi il ne veut pas débattre. Exactement. Puisqu'il diffuse massivement son message, débattre reviendrait à brouiller la qualité des slogans, des mots d'ordre qu'il veut transmettre à la population. Não é uma coisa que nós estamos aprendendo ao dia, não é algo que a gente sabia antes, ninguém sabia antes, é novo. Mas não é algo espontâneo. As fake news são construídas em massa. Quando uma fake news cai, outra é posta no lugar. E existem emissores principais de mensagens
outros intermediários que reforçam ou que contradizem a informação. Existem os emissores finais, que são as células, que é cada pessoa que possui um telefone. Então, alguém que tenha um telefone participa do grande jogo psicológico que leva um candidato à vitória. Isso é um jogo pensado, não é algo espontâneo. Tout cela n'est pas tout à fait spontané, au contraire c'est quelque chose de très réfléchi, de très rationalisé, dans le sens où effectivement d'abord les fake news sont extrêmement raisonnées, donc il y a des émetteurs et des récepteurs, et à la fois l'émetteur et le récepteur participent de ce jeu global qui mène finalement un candidat à être élu. Il y a un dernier élément sur lequel j'aimerais que vous répondiez, c'est celui des forces armées. Bon, on a noté qu'il y avait une trentaine de députés qui vont siéger au Parlement qui sont des militaires, mais il y a plus grave. Il y a depuis quelques mois une intervention des militaires d'active directement dans le fonctionnement des institutions. Est-ce que vous pourriez nous... Sim, as instituições todas do país, seja o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e também as Forças Armadas, estão em grave crise, no sentido de que dentro dessas instituições existem posições contrapostas. Então, é importante dizer isso porque também nos militares existem posições contrapostas entre as chefias mais importantes. A primeira coisa é isso. Il est important de comprendre que toutes les institutions, les pouvoirs régaliens au Brésil sont, que ce soit donc le judiciaire, l'exécutif ou le législatif, sont en grave crise et elles parcourent également la structure militaire, et donc il est important de comprendre qu'à l'intérieur de toutes ces structures il y a des oppositions internes. E muita dificuldade de compreender processos contra a corrupção, processos relacionados à soberania nacional. Então, isso justifica a preocupação militar em recolocar a ordem no país. Isso justifica, não estou de acordo, mas justifica que exista esta vontade de voltar ao poder, participar até certo ponto. Existe isso. Por outro lado, você quiser traduzir isso? Effectivement, il est compliqué d'avoir un débat sur certaines questions, notamment celle de la souveraineté ou de la démocratie, et donc il est compréhensible que les forces armées aient eu en tout cas la volonté de avoir leur mot à dire dans les échéances actuelles. Por outro lado, estes militares, desde a redemocratização, é proibido que os militares controlem a segurança pública, mesmo o Ministério da Defesa precisa ter controle civil e não militar, porque é uma conquista da Constituição de 88, mas também uma garantia de que o país será administrado por forças civis e políticas e não forças militares. E isso não está acontecendo, vou explicar por quê. Pour autant, effectivement, c'est un principe constitutionnel que les pouvoirs du régalien doivent être assurés par des services de sécurité civile et non militaires, et actuellement ce n'est pas ce qui est en train d'être acté. Os militares estão ocupando poder paralelo, em parte ameaçando inclusive o poder judicial em determinado momento com relação à prisão do Lula, e atualmente assessoram, por um lado, por exemplo, o presidente da Corte Suprema tem como assessor principal um general da ativa, e por outro lado, os gabinetes de segurança pública federal, a partir também da intervenção militar, federal / militar no Rio de Janeiro, que tem o controle de um militar, cada vez mais são as forças finais de decisão do legítimo uso da força, né? Et os militares contrôlent finalement la sécurité publique du pays. Oui, le problème actuel est effectivement que les forces militaires contrôlent les forces civiles du pays et qu'elles ont souvent le dernier mot dans la réalisation des opérations, et également, comme vous l'avez dit... Eles controlam finalmente, inclusive o processo eleitoral. Voilà, qu'ils ont effectivement un pouvoir notamment de contrôle sur le processus électoral et notamment de menaces envers les forces judiciaires, notamment en ce qui concerne le débat sur la corruption. J'aurais une dernière question qui est peut-être la plus difficile. Il y a
grand courant au Brésil de population qui dénonce le fascisme, qui dénonce Bolsonaro, mais on ne retrouve pas la même quantité de personnes pour soutenir la candidature de Fernando Haddad. Barrer la route quand il y a des élections à un candidat d'extrême droite, ça veut dire voter utile. Voter utile aujourd'hui, c'est voter Haddad. Pourquoi, à votre avis, il y a beaucoup de Brésiliens démocrates qui dénoncent Bolsonaro, mais qui ne veulent pas ou hésitent à dire qu'ils vão voter Fernando Haddad? Não podemos dizer que não existe o antipetismo. Anti-PT, anti-Lula, anti-governos sociais, seja por razões de falhas do próprio partido na gestão social do país, seja por construção do inimigo, gauche, esquerda, o PT, Partido dos Trabalhadores, como uma organização criminosa. Então, em parte, isso se explica pelo antipetismo e, infelizmente, nesse caso, nós temos a radicalização. Bolsonaro, ultradireita, esquerda, Lula, lulismo, petismo. On ne peut pas effectivement oublier qu'il y a un fort courant anti-PT, donc qui est le parti des travailleurs, et donc ça explique pour partie cette manne à l'encontre de ce parti, que ce soit pour des raisons antérieures de mauvaise gestion, ou en tout cas de ne pas avoir réussi les réformes sociales qui étaient déterminées. Mas finalmente, hoje, nós, juristas democráticos, aqueles que estão à frente de processos de defesa da democracia, acreditamos que não é possível a neutralidade. A neutralidade significa voto nulo, voto branco, significa finalmente apoiar Bolsonaro. Então, para nós, a única saída, e por isso também internacionalmente, nos espaços internacionais a gente denuncia, a única possibilidade de barrar o fascismo brasileiro, neste caso, de ser escolhido pelo povo, é apoiar Fernando Haddad, apoiar o candidato que está concorrendo às eleições e apoiar uma grande frente democrática para evitar a entrada do fascismo na América Latina, na América do Sul, através do Brasil. Et pour nous, démocrates qui défendons les progrès qui ont été ceux du pays ces 20 dernières années, il est impossible d'avoir une dimension neutrale, parce que la dimension neutre finalement ferait le jeu du fascisme. Donc la seule voie possible, c'est celle d'une opposition démocratique qui va vers le sens du candidat qui est mis face à cette radicalisation pour le coup brésilienne, qui mènerait finalement l'Amérique latine à entrer en radicalisation par la voie du Brésil. C'est ça. Bien, merci Carole Brunner. Bonne chance à tous les démocrates brésiliens et qu'ils votent Haddad.